Bonjour, aujourd'hui on va faire de la réduction sur les matrices de taille 2 sur un corps fini, que j'appelle FQ, parce qu'il est de cardinal Q. On va suivre ce qui est fait dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, le tome 2, l'annexe B du chapitre 5. Donc c'est vraiment Histoire hédoniste, pas nouvelle Histoire hédoniste. Voilà, ça fait un petit ensemble assez sympa à visiter, où on va regarder de près. L'histoire, c'est de décrire et de dénombrer les classes de similitude sur M2 de FQ. Voilà. Alors, les classes de similitude, ça revient à regarder finalement les matrices semblables, comment on les regroupe, de décrire l'ensemble des matrices semblables. Et puisqu'on est sur un corps fini, c'est ça qui est le fun, c'est de les dénombrer. L'intérêt, bien sûr, c'est que le corps est fini, mais aussi parce que la dimension est petite. Donc, on va pouvoir voir les choses de près et peut-être découvrir des choses intéressantes qui peuvent se généraliser. Voilà. Alors, bien sûr, ce qu'on va étudier, c'est l'action de GL2 de FQ sur M2 de FQ quand M agit sur A par la conjugaison MA, M-1. Donc c'est vraiment typiquement action de groupe sur un espace de matrice. Voilà. Alors regardons un petit peu ça. On va classifier d'abord les orbites dans un premier temps en fonction du polynôme minimal. Ça va être lui le pied de biche pour rentrer dans ce problème. Alors d'abord, le degré du polynôme minimal, ça va être 1 ou 2. Bah oui, évidemment, puisqu'il est supérieur ou égal à 1, ce degré, et il est inférieur ou égal à 2. Donc voilà, à cause de Keller-Hamilton. Alors, bon, le premier cas, si le degré est égal à 1, ça veut dire comme mu A est unitaire, ça veut dire mu A est égal à x moins lambda, voilà, où lambda peut valoir Q valeurs possibles. Et donc ça, ça veut dire que A, c'est la matrice scalaire lambda identité, évidemment, puisque c'est annulé par ça. Donc c'est cette matrice-là. Bon, cette matrice, elle commute avec tout le monde. Ça veut dire que M.A, c'est égal à A. Donc ça veut dire que l'orbite en cardinal, c'est 1. Voilà. Bon, c'est l'orbite singleton, ou si vous préférez, que le stabilisateur, c'est tout GL2 de FQ. Voilà. Donc là, on ne va pas passer énormément de temps là-dessus, ce sont juste les matrices scalaires. Voilà la première étape. La deuxième étape, c'est si le degré de mu A est égal à 2. C'est un petit peu plus compliqué, vous notez que mu A est égal à qui A, c'est le polynôme caractéristique, et on va partir sur le lemme suivant. M, une matrice, est dans le stabilisateur de A. Alors le stabilisateur de A, c'est l'ensemble des M tel que MA, M-1 est égal à A, c'est-à-dire l'ensemble des M qui commutent à A. Mais attention, c'est l'ensemble des M qui commutent à A, mais dans GL2. D'accord ? Eh bien, M appartient au stabilisateur si et seulement si M appartient à FQ de A étoile. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça, déjà, si j'enlève l'étoile, ça c'est l'espace vectoriel des polynômes en A, qui, vous en doutez, est de dimension 2 sur FQ. On verra ça plus tard. Et étoile, c'est-à-dire on regarde les inversibles, parce que ce sont des éléments qui doivent s'inverser. Entre parenthèses, on sait que si M est inversible, alors son inverse est un polynôme en M. C'est par Keller-Hamilton. Donc, à partir du moment où M est inversible, son inverse est aussi dans FQ de A, puisque c'est un polynôme en M, qui est lui-même un polynôme en A. Donc, c'est l'inverse est dans FQ de A, et donc M est bien inversible dans FQ de A. Voilà, parce que son inverse est dans FQ de A. Voilà. Bon. On va donc démontrer ce lemme, et j'affirme que la réciproque, là, ici, est claire. Effectivement, si M est inversible, et si c'est un polynôme en A, alors si c'est un polynôme en A, ça commute avec A, et c'est dans GL2, donc c'est bien dans le stabilisateur de A. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, on va montrer dans ce sens-là. Alors allons-y. D'abord, le fait que le degré de mu A égale à 2
implique que A n'est pas scalaire. Parce que s'il était scalaire, le degré de mu A, voilà, ce serait 1, puisque ce serait de la forme x moins lambda. Et j'affirme qu'à partir du moment où A n'est pas scalaire, il existe un x tel que x A de x est une base de fq2. Voilà. Bon, alors ça c'est un classique, qu'on peut parfois appeler le lemme de Schur. Allons-y, on le montre. Sinon, ça voudrait dire que pour tout x différent de 0, parce que forcément là x n'est pas égal à 0, ça voudrait dire, si c'était faux, que pour tout x différent de 0, alors ax serait proportionnel à x. Bon, alors avec un coefficient de proportionnalité que j'appelle lambda x, mais le piège c'est que lambda x dépend de x. Ce qu'il faut montrer là, c'est que lambda x ne dépend pas de x. Parce que si on montre qu'il ne dépend pas de x, alors on aura ax égale lambda x, donc a est scalaire, ce qui est une contradiction. Donc, malheureusement, pour l'instant, il dépend de x, et on va démontrer qu'il est indépendant de x. Alors, prenons un autre y, et il faut montrer que lambda y est égal à lambda x. Alors, pour y égale mu x, alors évidemment, y est différent de 0, hein, de toute façon, on regarde ceci que pour des éléments différents de 0, hein, parce que sinon, il n'y a pas unicité. Hein. Alors, AY est égal à lambda y, par définition. Mais AY, c'est mu AX, parce que Y égale mu X, on commute, et AX, c'est lambda X fois X. Donc on replace le mu devant le X, et ici on retrouve Y, ça fait lambda X, Y. Donc comme Y est différent de 0, ça fait bien lambda X égale lambda Y comme prévu. Maintenant, si Y n'est pas sous la forme mu X, ça veut dire que X et Y forment une partie libre. Et donc, comme ça forme une partie libre, je peux écrire AX plus Y de deux manières. Soit, par définition, c'est lambda X plus Y fois X plus Y. Soit, je développe le A, et ça fait AX plus AY. Donc lambda X plus lambda Y. Et maintenant, comme ça forme une partie libre, je peux identifier. Et j'ai lambda X qui est égal à lambda X plus Y, et lambda Y aussi. Donc, ce qui fait que lambda X est égal à lambda Y, puisqu'ils sont tous les deux égaux à cet élément commun. Voilà. Donc, ça voudrait dire, effectivement, que lambda X, je peux effacer ici le X, il ne dépend pas de X, et donc A est une matrice scalaire, ce qui est absurde. Voilà, donc on a montré qu'il y avait cette base. Ça, c'est un truc assez classique que vous avez dû certainement rencontrer en licence plusieurs fois. Alors maintenant, on va prendre M dans le stabilisateur de A. Alors j'écris MX, forcément, puisque maintenant X à X est une base, parce que c'est libre, hein, comme c'est libre, forcément c'est une base, on est en dimension 2. MX peut s'écrire dans cette base, et les coordonnées c'est petit a et petit b. Donc ça veut dire que MX est égal à AX plus B à X, grand AX. Et maintenant, quand on va écrire M grand AX, comme M commute avec A, alors ça fait AMX. Mais AMX, je multiplie MX par A, ça fait petit a grand AX plus B à 2X. Donc, si vous voulez, hein, ça fait A identité plus BA de AX. Voilà. Et ici, c'est la même chose, ça fait A identité plus BA de X. Donc ça veut dire que M est égal à A identité plus BA. Pourquoi? Parce que cette égalité est vraie quand on l'évalue sur une base, c'est-à-dire X et AX. Voilà. Alors là maintenant on va pouvoir décrire et dénombrer les classes de similitude. En fait, le seul cas difficile, on a vu, c'était quand le degré de mu A était égal à 2. Mais maintenant, on va subdiviser en trois cas. Alors, soit mu A est scindé simple, voilà. Soit mu A est scindé mais non simple. Soit mu A, alors, est irréductible de degré 2. Hein. Alors, on appelle ces trois cas irréductible, ici, ça va être le cas elliptique, donc pensez à x2 plus 1, hein, voilà, sur R. On a ici le cas qu'on appelle hyperbolique, et celui-ci qu'on appelle parabolique, voilà.
Alors, allons-y pour ces 3 cas. Il faut regarder FQA étoile et il faut l'étudier. Alors d'abord, on va regarder la sous-algèbre des polynômes en A. Eh bien, ça, on le sait, elle est isomorphe à FQ de x quotientée par le polynôme minimal. Hein, pour rappel, on a l'évaluation en A qui envoie un polynôme en le polynôme évalué en A, c'est surjectif, et son noyau, c'est l'idéal engendré par le polynôme minimal. Donc, il y a passage au quotient, et on a ceci. C'est là où les 3 cas vont splitter. On va avoir dans le premier cas ici, on quotiente par x moins lambda, x moins mu. Comme x moins lambda et x moins mu sont premiers entre eux, parce que lambda est différent de mu, alors on va avoir le lemme chinois qui va nous dire que cette sous-algèbre se décompose en produit de 2 sous-algèbres beaucoup plus simples. Donc, comme mu-a est de degré 2, ça c'est de dimension 2. Et là, ça se décompose en produit de 2 sous-algèbres de dimension 1. Voilà. Dans l'autre cas, on va le laisser comme ça, fqx quotienté par x moins lambda carré. Et là, on a fq de x quotienté par un polynôme irréductible de degré 2. Donc ça veut dire que c'est un corps, puisqu'on a quotienté un autre polynôme à une indéterminée par un irréductible. Donc c'est un corps. Et c'est un corps de cardinal, comme là le degré est 2, la dimension c'est 2, et donc le cardinal c'est q au carré, parce que c'est dimension 2 sur fq. Donc c'est le corps par unicité fq carré. Voilà. Alors ça va nous aider pour trouver les inversibles. Alors dans le premier cas, les inversibles ici, c'est les inversibles là, forcément, ça passe aux inversibles, et là c'est le produit des inversibles. Donc ici, comme ça c'est isomorphe à FQ, puisque c'est de dimension 1, les inversibles ça va être FQ étoile, croix FQ étoile. Voilà. Dans le cas parabolique, là c'est peut-être un petit peu plus difficile, je ne sais pas. FQ de x quotienté par x moins lambda carré, ça a pour base 1 et x moins lambda. D'accord ? Alors maintenant, sous cette forme-là, comme x moins lambda au carré est égal à 0 là-dedans, d'accord ? Vous voyez bien que c'est inversible si et seulement si a est différent de 0. D'accord ? Si a égale 0, ça ne peut pas être inversible parce qu'x moins lambda, c'est un diviseur de 0. Et si c'est différent de 0, vous pouvez l'inverser à vue, parce que petit a est inversible dans FQ. Et donc, vous pouvez l'inverser grâce à une identité remarquable. Bon, alors, donc, le nombre ici d'inversibles, il suffit de compter, comme on a une base, ici, le nombre d'éléments non nuls, et là, c'est quartier libre pour B. Donc ici, ça fait Q-1 fois Q. Voilà. Là, celui-ci était un petit peu plus difficile. FQ carré étoile, comme c'est un corps, c'est juste de cardinal Q2 moins 1, c'est facile. Alors donc bref, je reprends. Donc on a ces 3 cas, d'accord, qui sont vraiment non isomorphes, parce que là c'est un corps, là ce sera jamais un corps, là ce sera jamais un corps. D'accord ? Là il y a des diviseurs de 0, là il n'y a pas de diviseur de 0. Là, ce qui caractérise ça, c'est qu'il y a des éléments nilpotents non nuls. X moins lambda est nilpotent, non nul, alors qu'ici, les nilpotents sont tous nuls. C'est quelque chose qu'on appelle semi-simple. Voilà, donc en gros, un corps, un non-corps, mais quand même semi-simple, et là, on perd tout, on a des nilpotents. Voilà, c'était juste pour vous donner une petite idée des différences fondamentales entre hyperbolique, parabolique et elliptique. Voilà, donc maintenant, oui, le cardinal c'est Q-1 carré, là le cardinal on a dit c'est Q-1 facteur de Q, et là Q2-1. On voit bien aussi qu'ils sont forcément de classes différentes, parce que les inversibles n'ont pas le même cardinal. S'il y avait des isomorphismes entre les deux, on aurait même cardinal entre les inversibles. Donc maintenant allons-y pour un tableau récapitulatif. Ici j'ai mu A, voilà.
Donc x moins lambda facteur de x moins mu, mais attention, lambda différent de mu, x moins lambda carré, et un irréductible que j'écris sous la forme x2 moins ax plus b, moins b, avec donc unitaire et irréductible de degré 2 sur fq. Alors, la forme normale, alors en fait, il va y avoir pour chaque polynôme minimal une seule orbite, parce qu'il va y avoir qu'une seule forme normale. Ici, la forme normale, c'est lambda 0, 0 lambda. Ici, il va y avoir la forme, bien sûr, on sait qu'à partir du moment où mua est scindé simple, ça va être diagonalisable, donc semblable à une matrice diagonale, qui est unique à permutation près, lambda mu, comme ça. Voilà. Là, c'est non diagonalisable, puisque mu n'est pas, il est scindé, mais c'est trigonalisable et simple. Donc, on va avoir les valeurs propres sur la diagonale, et on peut normaliser l'élément non nul ici, parce que c'est non diagonalisable, en 1. Donc, c'est la forme de Jordan. Et ici, on va avoir ce qu'on a vu, c'est-à-dire que dans cette base x grand A x, eh bien, A, ou l'endomorphisme associé à A, va s'écrire sous la forme 0, 1, BA. Alors pourquoi? Parce que x, son image, c'est AX, et AX, son image, c'est A2X. Mais A2X, par Kelly Hamilton, par exemple, eh bien, c'est petit a AX plus petit b x. Donc ça s'écrit bien comme ceci. Bien, donc voilà les formes normales. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand même, c'est justement parce qu'on est en petite dimension, c'est que chaque polynôme minimal correspond à une seule forme normale, donc une seule orbite. Maintenant, on va pouvoir compter le nombre d'orbites. Pour compter le nombre d'orbites, puisqu'il y a une orbite par polynôme, il suffit de compter le nombre de polynômes. Donc ici, les x moins lambda, il va y avoir q, autant qu'il y a de lambda. Ici, x moins lambda, facteur de x moins mu, il va y avoir q, facteur de q moins 1 sur 2. Si vous voulez, on prend 2 parmi q, parce qu'ils sont distincts, et que, on peut, si on commute, ça fait le même polynôme. Donc en gros, ce qui est derrière ce choix, c'est l'unicité de la décomposition en facteur premier, mais à permutation près. Voilà, ce qui fait qu'on prend des nombres combinatoires. X moins lambda carré, autant qu'il y a de lambda, donc Q. Et puis là, on regarde ce qui reste. Et donc, comme des polynômes unitaires de degré 2, il y en a Q au carré, parce qu'il faut choisir de façon indépendante le terme de degré 0 et le terme de degré 1, donc ça Q choix à chaque fois, donc ça fait Q fois Q. Donc on fait Q carré moins Q moins Q facteur de Q moins 1 sur 2, d'accord? Eh bien, ça va nous faire ça, d'accord? Donc après, le compte est bon au niveau des polynômes de degré 2. Voilà. Maintenant, pour le cardinal de l'orbite, bon, là, on a vu que l'orbite était singleton, dans ce cas-là. Mais maintenant, ici, alors là, c'est un peu plus compliqué. On rappelle la formule des classes. Alors, OA est en bijection avec le groupe qui agit quotienté par le stabilisateur. Donc, en cardinal, on va avoir le cardinal de GL2 quotienté par le cardinal du stabilisateur qu'on a calculé ici. Alors, le cardinal de GL2, vous vous en rappelez certainement, on en a parlé plusieurs fois, c'est le nombre de bases. Et des bases en dimension 2, vous avez un premier élément qui doit être choisi non nul, parmi Q2 éléments, facteur de un deuxième élément qui doit être choisi non proportionnel au premier, donc facteur de Q2 moins Q. Donc ça fait Q facteur de Q plus 1, facteur de Q moins 1 au carré. Bon, voilà une formule classique. Et maintenant, il faut diviser ça par le cardinal du stabilisateur. Alors, quand on divise par Q moins 1 carré, ici, il va rester Q facteur de Q plus 1. Quand on divise par Q moins 1 facteur de Q, Q moins 1 facteur de Q, il va rester Q plus 1 facteur de Q moins 1, donc Q2 moins 1. Et quand on va diviser par Q2 moins 1, il va rester Q facteur de Q moins 1. Voilà. Donc on a à peu près tout décrit, non, même complètement tout décrit. Après on peut s'amuser à vérifier si le compte est bon.
C'est-à-dire si on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, si ça fait bien le nombre total de matrices de M2 de FQ, c'est-à-dire Q puissance 4, et c'est facile de voir que oui. Quel est le gros du business? Eh bien, le gros du business, on va regarder, on s'en doute, ça va être les matrices diagonalisables, vous voyez, ou alors les matrices ici, hein, qui se tirent la bourre, les deux, les matrices correspondant à des polynômes minimaux irréductibles. Regardons combien il y a de matrices diagonalisables exactement. Eh bien, c'est les diagonalisables, c'est les deux premières lignes, d'accord, parce que les deux autres non. On a 1 fois Q plus Q facteur de Q plus 1 facteur de Q moins 1 sur 2. Je l'ai dit. Donc, quand on fait le calcul, eh bien, bon, on voit que ça, c'est négligeable vis-à-vis de ça. Maintenant, on va regarder pour Q assez grand. C'est équivalent à Q4 sur 2. Voilà. Q4 sur 2. C'est-à-dire, étant donné qu'on sait que les matrices ici, ça forme un espace vectoriel de dimension 4 sur FQ, donc c'est le cardinal Q puissance 4. La probabilité de trouver, quand Q est grand, hein, la probabilité de trouver une matrice diagonalisable est de 1,5, puisqu'il faut diviser par Q4. Donc elle tend, hein, quand Q est grand, elle tend vers 1,5. Alors on peut se demander pourquoi ce 1,5. Là, c'est des problèmes vraiment intéressants. D'abord, quand M2 va être remplacé par M indice N, alors ça c'est un exercice qui est dans un carnet de voyage en algébrie, les choses sont assez générales, vous allez avoir la probabilité quand Q est grand de tomber sur une matrice diagonalisable dN, cette fois-ci, eh bien ça va être 1 sur factoriel N. Voilà. Et en fait, bon, l'explication, bon, évidemment, il faut le démontrer, mais on arrive à voir pourquoi c'est raisonnable. C'est parce que le gros du business, pour les matrices diagonalisables, ça va être le cas où le polynôme minimal est sein des simples, hein, et de degré n. C'est l'équivalent en C, hein, si vous voulez, de l'ouverdance des matrices à valeur propre distincte. Voilà. Et c'est ça qui fait le gros, finalement, puisque c'est un ouverdance, dans C, hein, c'est le gros des matrices. Mais si on doit compter les orbites correspondant, ça va être en bijection avec les polynômes minimaux, ici, qui seront de degré n et sein des simples. Et quand on va les compter, eh bien, il faut compter n éléments distincts, il faut choisir n éléments distincts parmi Q. Et encore une fois, à cause du théorème fondamental de l'arithmétique qui dit qu'il y a unicité de la décomposition à permutation près. Et il y a factoriel n, permutation. Donc ici, la probabilité va être 1 sur factoriel n, parce que factoriel n est le signe de la factorialité du théorème fondamental de l'arithmétique. Hein, l'unicité par modulo permutation. Voilà, bon, mais là, j'ai rien démontré, c'est juste pour un effet d'annonce. Hein. Voilà, bon, c'est ça. Je trouve que ça fait un développement assez joli qui peut se placer dans pas mal de situations et que vous allez trouver dans H2G2 5P. Très bien.